Bonjour tout le monde et bienvenue Bonjour. sur Pitch Please. Je suis en compagnie de Amélie Réagit. Bonjour Amélie, Bonjour, comment ça va? ça va super et toi? Bonjour tout le monde dans le chat, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Pitch Please. Si vous nous rejoignez pour la première fois, il s'agit d'un podcast en live dans lequel nous parlons cinéma. Shocking, I know. Quoi? Sans Nous deck. aimons toutes les 2 le cinéma? Oh mon Dieu! Donc nous allons parler cinéma, le but étant que l'invité, du jour parle d'un film qui l'a, marqué, qui a marqué son rapport au cinéma, que ce soit en bien ou en mal. C'est pas forcément le film préféré. Parfois, j'ai des gens qui sont venus avec un film qu'ils ont profondément détesté et c'était très, très fun également. Il y en a des choses à dire Oh, quand on c'est déteste vrai? un film. Eh oui! J'aurais dû prendre un film que je hais. Ah, Je tu vas être obligé de revenir, mince alors. Oh mince! Merci beaucoup pour, les follow qui tombent, ça me fait infiniment plaisir. J'espère que vous allez aimer cette édition. Amélie, avant toute chose, je t'invite à te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Eh bien, bonjour, déjà salut tout le monde. Eh bien, je suis une grande passionnée de cinéma et de séries depuis autant longtemps que je m'en rappelle et j'ai créé, la chaîne Amélie Réagit, parce que en fait, je me sentais un peu seule parfois, parce que je suis souvent celle qui regarde le plus de films et de séries dans mon entourage et que des fois, j'ai personne avec qui en parler. Parce que je regarde des trucs un peu niche des fois et je me suis dit que ça serait cool de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Donc j'ai créé, cette chaîne-là et sinon dans la vie, je suis fan aussi de comédiens de doublage. Je suis le genre de personne qui va arpenter des conventions à la recherche d'un autographe de Richard Darbois ou autre, comédien ou comédienne, que j'adore. Sir Richard Dire légendaire, le GOAT finalement, bien sûr. notre père à tous, bien évidemment et voilà, non sinon j'ai 2 chats que j'aime très, très fort, un mari que j'aime également très, très fort. Et j peut-être que je dirai d'autres choses sur moi après, mais là, j'ai pas d'idée. J'aime beaucoup l'ordre dans lequel tu listes les choses que tu aimes très, très fort, c'est-à-dire que d'abord les chats, J'ai dit ensuite les le chats mari. avant le mari. Chat dont je ne voulais pas de base en plus, hein, vraiment je voulais pas d'animaux, c'est lui qui m'a forcé à en avoir et c'est quand même les animaux que je Et cite en et et premier. maintenant ils sont Ah oui, cités c'est avant le vrai! mari. Ils sont cités avant le mari et c'est vrai et en 2025, j'étais très fière parce que j'ai créé un concept, où j'ai, listé une fois par semaine un film sous-coté que tout le monde devrait avoir vu au moins une fois dans sa vie. D'ailleurs, le film dont on va parler aujourd'hui est dans la liste, de ce concept que j'ai créé qui s'est appelé, «52 films en 2025» et que j'ai fièrement bouclé il y a quelques semaines du coup. J'ai vu Ouais. passer ça et félicitations, c'est vraiment pas évident quand on se lance dans un concept qui nécessite de la régularité, de le tenir jusqu'au bout de l'objectif, donc bravo. Surtout l'année, où on organise son propre mariage aussi, ouais, c'était quelque En chose, ouais. plus et félicitations, Ouais. en l'occurrence. Ouais, merci. C'était un et en plus, je me suis lancée dans ce bourbier toute seule, hein. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de l'aide de personne. J'ai regardé un film qui s'appelle Insubmersible sur Netflix. Je sais pas si tu vois ce que c'est? C'est Oui, un je vois. biopic sur, la nageuse Diana Ouais. Nyad et je finis ce film et je regarde mon désormais mari et je lui dis: «Mais attends, mais à quel moment personne n'a entendu parler de ce film? Il est beaucoup trop bien». Et en allant me coucher le soir même, je me suis dit: «Oh, je vais faire peut-être une série de stories où je recommande des films. Oh, mais non, je pourrais en faire une série de vidéos» et en fait, je me suis lancée toute seule là-dedans, comme une grande, le 6 janvier, donc j'avais déjà une semaine de retard en commençant, 2025 et après je me voilà, j'ai tout filmé, tout monté. C'était très cool. C'était beaucoup de Trop taf, bien, mais très cool. trop, trop bien et bah, bravo, bravo à toi. Donc tu viens nous parler de ce film qui t'a marqué, qui est pour l'instant, encore, mystérieux, Oui. comme, tout invité sur Pitch Please, tu vas passer par, la première épreuve qui sert à vous mettre, le plus à l'aise possible, pas du tout, OMG. qui est l'épreuve du pitch. Oh! Tu vas devoir, nous pitcher le film, en n'ayant bien sûr pas le droit de dire le titre du film. Le but, c'est que les gens arrivent un petit peu à le deviner à travers ton pitch. Tu vas devoir pitcher le film comme si tu bossais dans une agence de voyage. Oh, c'est génial! Oh mon Dieu. OK. Je vais pitcher ce film. Mesdames et messieurs, je vous emmène avec moi pour un voyage qui va complètement changer votre vie. Un voyage en Europe, un voyage en Europe, pendant un festival, figurez-vous et pas n'importe lequel des festivals. Un festival
où on va prendre beaucoup, beaucoup, de drogue et on va se balader au milieu de champs de fleurs. «J'ai pas l'argent pour le voyage, c'est grave». Ne t'inquiète pas pirate, tout ce qu'il faut pour ce voyage, c'est subir un énorme traumatisme et perdre la quasi-totalité de ta famille dans d'atroces souffrances. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour participer, à ce festival qui va, je pense, faire, tourner plus d'une tête, voilà, à coups de champignons, de fleurs de toutes les couleurs, également d'incendies divers et variés. Et et de rituels, sacrificiels, ma foi, tout à fait, festifs et communautaires. Voilà. Ah, je crois qu'il y a une personne Je 2 vous en personnes prie, qui n'hésitez pas à lancer vos guesses, je trouve que c'était, plutôt pas mal et ça n'effleure que la surface. clairement, clairement, mais une sacrée surface déjà là. Salut Pal, bonjour tout le monde, Enoch qui hurle: «Midsommar!» Mais En effet, en oui, effet. et là, c'est un énorme choc pour ma communauté normalement parce qu'il y a un running gag. Les gens se foutent beaucoup de ma gueule parce que sur 52 films en 2025, j'ai recommandé plus de 14 drames biopiques, qui est mon genre de film favori, et du coup, je pense que ça va choquer pas mal de monde qu'au final je parle de quelque chose qui n'en est pas du tout un. C'est Mais c'est on bien le est projet, en effet pas dans le biopic, on est dans le clairement. film d'horreur et ce Ouais. que tu me disais, quand on parlait un petit peu du film dont tu voulais parler et cetera, c'est que tu es pas du tout quelqu'un de film d'horreur à la base, Non, mais je trouvais que c'était celui-là, un il s'avère que ouais, je trouvais que c'était un angle d'attaque assez marrant parce que l'horreur, je pense que c'est un des genres que je déteste le plus dans le cinéma. tu brises mon Parce que cœur. la plupart du temps ouais, je sais que toi, c'est un de tes genres favoris. En fait, j'aime pas du tout la plupart du temps parce que je trouve que les scénarios sont souvent bien téléphonés et j'ai du mal à chaque fois à accrocher aux histoires, mais je pense que c'est plus le genre slasher avec lequel j'ai du mal. Mmh. Hem Et au final, je me rends compte qu'il y a pas mal de contenus autour de l'horreur que j'aime bien, mais qui sont vachement tournés autour du psychologique. Par exemple, la série The Haunting of Hill House est Incroyable. une de mes séries favorites de tous les temps, qui pourtant répond grandement à des codes d'horreur, mais il y a quand même vachement une autre lecture qui va être beaucoup plus, psychologique et dramatique, en fait, plus qu'autre chose, que j'aime bien, et je trouve que Midsommar et Hérédité d'ailleurs, dans la filmo de Ari Aster, rejoint un petit peu plus ces codes-là que des codes un peu, voilà, on va dire surnaturels à la Insidious ou d'autres slashers comme, Vendredi 13 ou d'autres choses comme ça, tu vois? Oui, clairement. Après, l'horreur, c'est quand même vachement plus vaste que ce qu'on voit dans les Oui. salles de cinéma et ce que j'ai tendance à dire aux gens qui, n'aiment pas l'horreur parce que justement on va me citer, ce genre d'exemple-là, c'est juste qu'il faut savoir trouver l'horreur qui va te plaire, qui va te parler. Mmh. L'horreur psychologique, ça reste de l'horreur, du surnaturel qui va parler du deuil comme Hill House, ça reste également de l'horreur. Heu et heu et si tu aimes les choses qui sont très, très niches, tu vas sur une plateforme comme Shadows et tu vas trouver du petit court métrage d'horreur, du petit film d'horreur sans budget, de gens qui sont très, très, Oh! très créatifs avec 3 bouts de bois, et donc je conseille Trop particulièrement. pourquoi? Ah ouais, vraiment, mais parfois c'est littéralement avec 3 bouts de bois, hein. Shadows, ah ouais, bah, ça va plaire à une Pretty Pirate, tu vois, qui adore l'horreur. Film d'horreur en streaming, ah ouais, C'est ma meilleure amie qui c'est m'a offert un abonnement de quelques mois pour un Noël, il y a quelques années et depuis je suis juste perfusée à Shadows. ah, c'est génial. Ah bah, oui, j'arrive sur le site et d'ailleurs, je vois une affiche d'une trilogie que j'ai regardée il y a pas très longtemps, que j'ai adorée. La trilogie de, X, Pearl Ah et oui, Maxine, ouais, que c'est j'ai super, adoré. ouais. Là, pour le coup, ouais, j'ai vachement été transportée, et d'ailleurs, fun fact, j'ai regardé Pearl en premier sans savoir que c'était une trilogie, Mais je pense que c'est le meilleur moyen de voir la trilogie, c'est d'abord de voir Pearl. et j'ai adoré, et en fait, après, quand j'ai compris que c'était une trilogie, que j'ai regardé X et Maxine, j'étais trop contente d'avoir commencé par Pearl parce que je trouvais le reveal dans X plus intéressant, ou le fait de Absolument. comprendre, des choses plus intéressant, et la DA de Pearl était absolument sublime, et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à regarder le film. J'ai adoré. Ouais, absolument. Regardez Pearl si vous l'avez pas vu, il est vraiment très, très bien. Mais revenons
à, Mmh. Midsommar. Midsommar, si vous ne connaissez pas, c'est un film qui est sorti donc en 2019, réalisé par Ari Aster, dans lequel on retrouve notamment Florence Pugh. Ça a été son grand rôle, qui l'a mis sur le devant de la scène. Elle avait déjà fait d'autres choses, mais je pense que c'est vraiment à partir de Ouais. Midsommar qu'elle a explosé. Elle joue Dani, une étudiante en psychologie, qui perd l'entièreté de sa famille, qui perd ses 2 parents et sa sœur, justement parce que sa sœur qui est bipolaire, s'est dit que quitte à prendre sa propre vie, elle allait prendre aussi la vie des parents. Elle a juste mis du monoxyde de carbone plein la baraque et tout le monde est dassadei. Mmh mh. Forcément Dani est complètement traumatisée, en plus son couple bat de l'aile et son chéri à ce moment-là lui dit: J'ai prévu d'aller, c'est où en Norvège, en Suède, sans toi». Et au Au final, calme. au calme total, elle le prend pas très bien, ce qu'on peut comprendre, parce que lui à la base il l'aime plus tant que ça, mais finalement il se décide à l'amener avec. Ils arrivent dans la ville de Arga. Ça se dit Arga ou Orga? Je ne sais plus. Arga. Arga parce que il me semble qu'il y a cette espèce de rond un peu, bizarre de des Ah, peut-être qu'il y a un Harga, un truc comme un ça. truc comme ça. On va dire Arga et on est désolé d'avance si c'est Ouais. pas la bonne prononciation. Donc pour le festival de Midsommar, dans une communauté qui est donc très recluse, très entre eux, très chelou, qui relève, au fur et à mesure, on le découvre, plutôt de la secte que du petit village champêtre et il se passe des dingueries. Dingueries sur dingueries sur dingueries. Si vous n'avez pas vu le film, on risque de spoiler des trucs, donc si ça vous intéresse de le voir, vous pouvez juste mettre les doigts dans les oreilles et faire «la la 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 la» pour la prochaine Mmh mh. heure et demie. Tout d'abord, moi, ce que je veux savoir, c'est quand la première fois que tu l'as vu? À quelle occasion? Avec qui? C'était quoi les conditions de la découverte? Les conditions de la découverte et ben, je crois que ça a commencé avec Hérédité, que j'ai trouvé super intriguant en voyant quelques extraits du film. Je me suis dit: «Oh, ça a l'air bien zarbi, ça a l'air pour moi». Même si je voyais clairement des codes de l'horreur, ça sentait le film indépendant et même si des fois c'est un peu un coin flip où tu y vas sur un film indé et tu sais pas ce qui va se passer, si tu vas l'aimer ou pas, j'y suis allée et Hérédité, je l'ai trouvé incroyable Mmh. à des niveaux différents que Midsommar, mais il y a quand même des thématiques que Ari Aster aime bien aborder sur, les relations interfamiliales, enfin, Ouais. aussi dysfonctionnelles soient-elles, que j'aimais beaucoup et quand Midsommar est sorti et que j'ai vu cette bande annonce aussi complètement, loufoque et que j'ai vu que c'était Ari Aster, en ayant adoré Hérédité, je me suis jetée dessus. Je crois que je l'ai regardé avec donc, mon mari et heu et je sais pas dire à quel point j'ai été à la fois malaisée, à la fois horrifiée. Mais pour moi, c'est ça la réelle horreur, c'est des choses qui seraient possibles qui seraient largement possibles de se passer dans la vraie vie, comparé à d'autres choses, un peu surnaturelles où là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué. Mais la réelle horreur pour moi, c'est ça, c'est quel est le pire scénario possible là? La malaisance ultime et Midsommar, il m'a vraiment mis sur le cul parce que c'était la première fois que je voyais un film d'horreur qui se passait en plein jour. Et pour moi, c'est la caractéristique principale de ce film, c'est que la réelle horreur se passe en pleine journée, normalement dans des conditions où dans les films, tu es en sécurité. Et c'est très badant à regarder. C'est vrai que c'est la grosse particularité. C'est pas Bah tous les ouais. 4 matins qu'on tombe sur un film d'horreur qui se passe entièrement de jour. Complètement. Et du coup, il m'a vraiment laissé sur le cul et je l'ai pas regardé tant de fois parce que je le trouve vraiment, ouais, pas traumatisant, mais malaisant à plein de moments et pourtant il faudrait que je le regarde parce que comme je te disais ce matin en faisant un peu des fiches, en préparant un peu le podcast, je me suis rendu compte de certaines choses qui moi je trouve relèvent du génie et qui sont à la fois cachées et à la fois mis à la portée et aux yeux de tous les spectateurs en fait et spectatrices. Mais c'est nécessaire de le voir plusieurs fois pour pouvoir vraiment comprendre, toutes les symboliques qu'il y a, tous les messages, sous-jacents. Il y a vraiment énormément de thématiques qui sont, abordées tout en même temps et je Ouais. pense aussi que c'est un film dont la lecture change au fur et à mesure,
de l'âge de ta propre évolution, en fait. Il y a des choses que tu vas voir, à sa sortie en 2019 et que tu auras pas vu à ce moment-là, que tu vas le revoir aujourd'hui et tu vas avoir une nouvelle lecture. Donc beaucoup de couches de lecture différentes. Heu Tu te souviens toi de quand est-ce que tu l'avais regardé? je l'ai regardé un petit peu en retard par rapport à tout le monde, peut-être au moment du covid, pendant qu'on était tous, enfermés chez nous. Moi, je Heu, pense que j'ai dû le regarder à la même période, hein. ouais, C'est possible. il venait de tomber sur les plateformes de streaming et j'en avais beaucoup entendu parler et moi j'ai ce truc quand quand j'entends trop parler, d'une série ou d'un film ou quoi que ce soit, j'attends que la hype retombe. Ça a tendance à Je comprends. me j'overdose d'avance, en fait, d'un Mmh. de quelque chose que je n'ai même pas vu, c'est vraiment. Donc j'attends que la hype, retombe, pour pouvoir mieux apprécier le truc. Je l'ai regardé en ayant déjà un avis fait et c'est ce qui est dommage. Heu, OK. je l'ai regardé en me disant: «Désolée pour la vulgarité, ça va être de la branlette intellectuelle, ça va me faire chier». On est Mmh. sur quelque chose qui se regarde le nombril, donc j'étais un peu braquée d'avance par rapport à la proposition et c'est pour ça que je te disais, j'aimerais beaucoup le revoir maintenant que j'ai du recul et cetera. Peut-être justement voir des choses que j'avais pas vues à ce moment-là et comprendre des choses que j'avais pas comprises à ce moment-là. Mais voilà, donc c'était pas les conditions idéales et c'est pour ça que j'en ai pas un avis extrêmement reluisant non plus. OK. C'est en voyant la bande annonce et ce que les gens en disaient que tu t'es dit: «C'est de la branlette intellectuelle» ou Il y comment tu es a arrivée à cet avis-là avant même de voir le film? il y a de ça, en fait. Quand un film d'horreur fait autant l'unanimité auprès de gens qui n'apprécient généralement pas l'horreur, je peux que me Ah dire ouais, qu'il OK. y a un hic. OK, non mais je comprends, je comprends. Mmh, mmh mh. Je comprends. Ceci dit, je peux pas lui retirer que même au premier visionnage, je trouvais que, l'image était très, très belle, que, le jeu d'acteur était, très, très bon et qu'il y avait, une originalité, absolument indéniable. Bah, comme on disait, le fait que ça se passe en plein jour, ce côté un petit peu, bah, je trouve que la thématique de la secte un peu bizarre avec ses rituels étranges, à part The Wicker Man, c'est pas le truc le plus, exploré qui soit, mais parce qu'on a tendance à tomber rapidement dans des stéréotypes et cetera. Bah, d'ailleurs, Ari Aster a clairement dit que The Wicker Man Ouais, était l'inspiration principale derrière Midsommar et de toute façon quand tu alors j'ai vu que des extraits, mais effectivement quand tu vois les thématiques dans The Wicker Man, c'est extrêmement similaire. Des fois même avec certains plans du film, qui sont, bah, pas quasi à l'exactitude, mais par exemple, il y a un plan avec le poteau et tous ouais, les rubans de couleur où il tourne et il tresse, quelque chose, c'est très, très similaire. absolument et j'aime beaucoup The Wicker Man, la version avec Nicolas Cage qui est pas la meilleure, mais mais Oh, il y a je eu l'aime. 2 versions? Bah, tu m'apprends un truc. Oui, celui avec Nicolas Cage, c'est le remake d'un film plus ancien. Oui, j'avais vu qu'il y avait, c'est quoi? C'est dans les années 70 le plus ancien? Ouais, je crois, ouais. OK. Ah oui, The Weeknd, 73 et il y a eu un remake en 2006. Oh bah dis, ah ouais. Et moi, ça fait partie de mes références de l'horreur, en plus, j'aime beaucoup Nicolas Cage, donc voir un film un peu prout-prout qui reprend les codes d'un film que j'aime beaucoup, j'étais un genre: «Mmh, mais Ah pourquoi ouais, en je fait?» vois. Non mais attends, je découvre quoi? Je découvre qu'une des plus grandes références pop culture de l'histoire sort de The Wicker Man, le Not the Bees, Not the Bees. Ouais. Ça vient de The Wicker Man avec Nicolas Cage. Mais quoi? OK. Ah mais il faut que je le regarde du coup. Ce qui t'a marqué dans Midsommar, est-ce que c'est le film en lui-même ou c'est plutôt ce qui t'a fait ressentir? Ou est-ce que c'est ce mix des 2 en mode ça t'a f c'est un film d'horreur, généralement tu aimes pas ça, qui t'a fait ressentir des trucs? Voilà, qu'est-ce qui fait que Heu, c'est vraiment le film que tu as choisi? En fait, Midsommar m'a tellement choquée par, le fait qu'il y ait des plans tellement explicites. Enfin, je repense à quelques scènes, iconiques du film où tu as les 2 personnes âgées qui se jettent de la falaise, Oui. par terre et on voit tout.
sans coupure. Je repense à, bah, en fait, la façon dont sont tués les amis du copain de Dany, Mmh. tous, de manière enfin, plus horribles les unes que les autres. Donc ça, déjà, je trouvais ça extrêmement choquant et à la fois artistique, ce qui est horrible à dire. Mais, tu vois, une série que j'aime beaucoup qui est très, très peu, populaire et j'ai jamais compris pourquoi, c'est la série Hannibal. Ah Je sais ouais, pas mais si tu l'as tellement regardée? sous-cotée, c'est une de mes séries préférées. Merci, je J'adore. l'adore. Matt Mikkelsen dedans, je le trouve incroyable et en fait, dans cette série Hannibal, j'ai toujours adoré le côté artistique, bien que ce soit extrêmement, heu, C'est très esthétique. enfin, Ouais. c'est très esthétique et c'est très artistique, mais c'est des meurtres, quoi, enfin, c'est horrible, mais il y a une dimension artistique que je trouve fascinante et j'ai retrouvé ce même côté dans Midsommar. D'ailleurs, il y a une méthode de ils font à un moment, ils tuent quelqu'un, un des amis Oui, en c'est la même chose dans un des avec c'est épisodes de Hannibal. l'aigle de sang L'aigle de sang, et ils le c'est ça. font dans Hannibal aussi, ouais, cette méthode de torture et de tuer quelqu'un. Donc ouais, c'est surtout le côté artistique, très folklorique qui m'a énormément marquée et qui fait que, je pense obligatoirement quand tu regardes Midsommar, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est impossible de dire que le film, il est pas au moins un minimum original Mmh mh. et qu'il t'a forcément fait quelque chose. Et je pense que c'est un film qui doit beaucoup diviser comme tu as pu, C'est très le dire. C'est polarisant. soit ah oui, je pense que c'est soit tu adores, soit tu comprends pas pourquoi le truc a marché. Je pense qu'il y a très peu d'entre 2 sur Midsommar. Ça à mon avis, ça laisse personne indifférent. Puis il y a beaucoup de scènes qui sont, très choquantes et très, très intenses. Je pense que la scène que j'ai trouvée la plus intense pour moi, c'est, la crise de panique de Dany une fois qu'elle a vu son copain, genre en plein, rite, Je sexuel. savais que tu allais parler de ça. Je savais que tu allais dire C ça. cette scène, vraiment, heu, j'étais limite en angoisse avec elle toute. J'avais Mmh. l'impression d'être dans la pièce. Mmh mh, mmh. Je comprenais rien de ce qui se passait. Mais je pense que personne sur le moment ne comprend réellement, mais comment ça se fait que tout le monde se met à faire la même chose? Pourquoi elles se mettent toutes à hurler? Enfin, Mmh c'est mh, mmh mh. what the fuck? Et c'est tellement oppressant comme scène que, vraiment je me souviens être devant le truc et être à moitié en train de faire la même crise d'angoisse que que Dany, genre ça va pas du tout, du tout, du tout cette scène-là. Mais c'est en ça qu'il est fort le film parce que ça fait, on dirait une espèce de hive mind, enfin, tu sais, Oui. vraiment toute une communauté qui partage, les mêmes, joies et les mêmes, peines et les mêmes douleurs et la scène vraiment, je savais que tu allais parler de celle-là parce que elle est quand même emblématique dans le film et effectivement elle fout des angoisses de dingue Mmh. et tu es en train de halter avec elle et on va pas se mentir, Florence Pugh, c'est une déesse. Je l'aime trop et heureusement qu'elle est dans le film parce que je suis pas sûre que le film aurait été autant bien, à mon sens, si elle avait pas été là. C'est vrai que de tête, j'ai pas spécialement une autre actrice qui aurait pu prendre le rôle. Je la trouve Heu, fabuleuse. mais elle le fait vraiment très, très bien. Ce que je trouve intéressant avec Florence Pugh, c'est qu'elle a une façon de jouer qui a un côté très naturaliste et pour un film qui a, un style très naturaliste, c'était justement important d'avoir, quelqu'un qui va te donner la sensation de que ça ait un petit peu ce côté presque documentaire au final, tellement c'est réaliste. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Il y a il Si, y a si, si. aucun il y a aucun surjeu. Elle te rend ça la situation tellement crédible que Et tu te c'est dis: dur! «C'est forcément quelque chose qui existe quelque part». Et effectivement et c'est dur parce que dès le début du film, dès les premières scènes, elle doit se mettre dans des états pas possibles par rapport au décès, voilà et au meurtre-suicide de sa sœur et de ses parents. Dès les débuts, elle te livre une performance de fou et ultra intense et enfin moi je sais pas si c'est avec ça que j'ai découverte. Il y a un monde où j'avais peut-être regardé, Little Women juste avant, le remake des Oui, 4 filles du c'est docteur pas March. c'est pas loin, hein, en termes de sortie. Ils sont sortis la même année. Ouais. Ils sont sortis la même année et comme ils en avaient beaucoup parlé aux Oscars, aux Golden Globes et compagnie, j'ai regardé le film, j'ai adoré, Florence dedans et je crois qu'il y a un monde où c'est ça aussi qui m'a poussée à regarder, bah, toute sa filmo et à espérer qu'un jour elle devienne, ma femme, si un jour je change de camp et elle aussi. Voilà.
Donc, dans la hiérarchie des choses que tu aimes, il y a les chats, Florence Pugh, puis ton mari. Oui, tout à fait. On va l'inclure là, à ce moment-là. Non, en vrai, il y a aussi Andrew Garfield qui est, Je tu sais, on comprends. a avec mon mari, on a une liste de un acteur et une actrice, enfin une star, masculine et une féminine J'ai la avec oui. qui on aurait un passe-droit. Et ben, moi, c'est Andrew Garfield et Florence Pugh. Alors laisse-moi te dire que quand l'année dernière, ils étaient ensemble dans une comédie romantique, enfin romantique dramatique, bon, bah, aucun siège du cinéma n'était sec, hein, vraiment, dans la salle, j'étais, en amour. C'est qui toi te ton Heu, petit duo ou la personne en passe-droit? c'est on a un passe-droit commun avec mon copain en Oh! termes de meuf, qui est Dua Lipa. Oh, oh oui, 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 effectivement. C'est je suis un petit peu en train de passer aussi côté Sabrina Carpenter pour mon passe-droit. Peut-être que je vais lui laisser Dua Lipa et je vais prendre Sabrina Carpenter. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Et en mec, ce serait, je pense, Ben Barnes, qui est mon crush depuis Le Prince Caspian. Et ça ne change pas, cet homme vieillit comme du bon vin. Je suis déjà allée le voir Il en est concert 2 fois et tout, c'est vraiment mon passe-droit il ultime. fait de la Il musique, fait de la musique. Il fait de la musique un peu crooner et mais tout, il j'adore. chante. Ouais, il sait tout faire. Pouvait-il être Parfait, encore plus parfait? je sais. Ben Barnes, ah je l'adore dans Punisher. Enfin, il est détestable, mais je sais pas si tu Il est regardes très, les très séries, bien. Marvel Si, et si. DC. Mmh. Il est très, très bon. J'étais ravie de le retrouver, à l'écran, Ben Barnes. Il manque, je trouve. Franchement, il est méga sous-coté comme acteur. Absolument, je suis tout à fait d'accord. J'ai pas encore pris le temps de me lancer dans sa nouvelle série, The Institute, qui est tirée d'un bouquin de Stephen King, qui a l'air très Oh! bien et qui a été renouvelé pour une saison 2, donc je pense que c'est pas complètement mauvais. Vu à OK, quel point il faut faire des efforts pour être renouvelé dans les temps aujourd'hui, ouais. actuels, il y aura une saison 2, donc je vais me lancer ça. The Institute, bah, écoute, je me mets ça de côté, je regarderai. Tu me disais que tu avais fait tes devoirs par rapport à Oui, Midsommar. On va checker si tu as bel et bien fait tes devoirs correctement mon et Dieu, interro surprise. interro surprise, On me surnomme Hermione Granger. Normalement, je suis la première de la classe, alors on va voir si ça se vérifie. on va voir ça parce que à chaque fois mes invités se cassent la gueule sur mes mini-jeux. Même le summum du cinéphile qui a fait ses devoirs et cetera, ça a tendance à se casser la gueule. OK, la pression. Je vais te lancer sur un petit vrai-faux, autour du film. Des OK, anecdotes de tournage, ce genre de choses. Donc voilà, tu me réponds vrai ou faux. OK. Première question, enfin première affirmation, mais ça je crois qu'on en a déjà parlé. Le film est basé sur une rupture amoureuse. Et basé sur alors je sais pas trop comment répondre. Alors, pour être plus précise, le film est basé sur une Ouais. rupture amoureuse qui a eu lieu dans la vraie vie. Ah! Ah OK, c'est ce qui a inspiré la création du film. OK, pardon, j'avais pas compris la question. Oh, j'en sais rien, je vais dire faux. Et bah, c'est vrai. À la toute Ah excellent! base, quand les producteurs sont allés chercher, Ari Aster, avec, leur scénario, devait être Midsommar, on partait sur un slasher, bien dégoulinant, dans une communauté sectaire, de Norvège ou de Suède, je ne sais toujours pas quel est le pays. C'est Suède, C'est Suède, il me semble, oui. Ce bon vieux Harry a vu le scénario et il a dit: «C'est pas mon univers, je me vois pas dans votre clairement. machin» et il l'a fait à sa sauce et il s'avérait qu'au même moment, lui et sa madame se séparent et Oh! il a mis toute sa rupture dans sa version de Midsommar et c'est pour ça qu'à ses yeux, au final, le film, c'est plus un film de rupture sur fond d'horreur folklorique, de folk horror, on dit. Heu, que réellement un truc, psychologique et cetera. Il a une lecture plus premier degré de, de son propre Ah script. waouh, c'est trop intéressant. Ouais. Bah, alors j'espère qu'ils ont pas rompu de la même manière avec, sa meuf, hein, parce que Alors, quand est-ce même. qu'elle a fini au feu? Je n'ai pas Alors, l'information. est-ce qu'elle a été mise dans une peau d'ours et incendiée avec un rite sacrificiel? Vérifions. Est-ce que quelqu'un peut nous fact check ça dans le dans le chat? Affirmation numéro 2. Le film utilise un maximum de lumière naturelle.
Vrai? Si, c'est faux. Oh putain. Fuck! En effet, tout se passe de jour, donc ils ont pu tourner en extérieur et encore parce que c'est beaucoup en studio au final, pour avoir ce jour un peu parfait, un peu idyllique, pour avoir cette lumière qui rend tout un un peu étrange, un peu enfin voilà, tout ce côté trop parfait et très esthétique, pour réussir à Et un peu l'atteindre aveuglant même, et un peu des aveuglant fois. aussi. Il y a forcément une tonne d'éclairage artificiel, il y a des moments c'est pas le vrai ciel, il y a une immense dose de post-prod. Voilà, Bah, la tout n'est post-prod, que elle se mensonge. sent quand même. Tout n'est que mensonge. Quoi? C'est du cinéma? La post-prod, elle se sent beaucoup quand même parce qu'il y a une colorimétrie et un Ouais. étalonnage dans le film, extrêmement, je saurais même pas comment le décrire. Pastel? Heu, Pastel, ouais, un peu. Ouais, effectivement, grosse post-prod. Ah, il a check quartier, madame n'a pas fini comme ça. OK, OK, c'est super. rassurant. Ça Mais a été ça, j'ai tourné vu, en bah, Hongrie, ouais, ça oui. a été tourné en Hongrie. Effectivement. À Affirmation Budapest, suivante, ouais. Jack Raynor qui joue donc le copain de Dany, n'a pas de doublure corps pour ses scènes nues. Vrai ou faux? À chaque fois, il y a une réponse qui me semble évidente et du coup, je vais à l'inverse. Il a pas de doublure corps. Je vais dire vrai et Est-ce ça que va être c'est son faux. vrai Piou Piou qu'on voit? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est sa vraie zigounette? Je vais dire oui et ça va être faux. Non, c'est vrai. Ouais! Sur la question du zizi, j'ai juste. Yay! C'est vrai, c'est l'acteur lui-même qui a insisté, donc non seulement pour pas avoir de doublure, corps, faire ses scènes de nu lui-même, mais aussi pour qu'au niveau de la réal, il y ait un maximum de, nu frontal, heu, Bah, de grands plans, ouais, parce qu'il y voilà, en a plein dans le brut. film où tu vois tout. Ouais, Ouais. c'est lui vraiment qui était en mode: «Je veux, être à poil et que tout le monde voit tout». Pourquoi? Pour être le plus inconfortable possible lui-même, en fait. Il voulait vraiment être, imprégné de cette sensation d'inconfort et de vulnérabilité, pour jouer le mieux possible. À ses yeux, c'était très, très important, donc pas de doublure corps pour le monsieur. J'ai envie de le voir, c'est bon, vous m'avez convaincu, dis pas de d'ailleurs, cette scène où il se met avec, Maya et il y a toutes les femmes autour, je pense que c'est la scène qui m'a le plus malaisée de tout le film. Ouais, j'ai des Oh! problèmes avec cette scène-là, pour être honnête. Oh, j'ai hâte, d'entendre ça. Beh, c'est tout simplement, je trouve que c'est supposé on devrait ne pas avoir de débat sur, est-ce qu'il s'agit d'un viol ou pas? Parce que c'en est très Ah! clairement Sur un, ce sujet. mais vu que sa relation avec Dany, battait de l'aile et puis on savait déjà d'avance qu'il voulait plus réellement d'elle, plus le fait qu'il est, il est drogué, il y a une ambiguïté dans la situation qui fait qu'on il y a des gens qui se posent la question: «Oui, mais est-ce que c'est un viol? Est-ce qu'il est consentant? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?» alors que si c'était une meuf, juste le mec, il est drogué. La notion de consentement, on devrait même pas se poser la Ouais, je question comprends. Je comprends, ouais. et on part trop du principe qu'il est consentant et que de toute façon, il voulait plus de Dany. Donc voilà, l'ambiguïté de cette situation me dérange énormément. Je pense qu'il aurait fallu soit, prendre la situation sous un autre angle, soit il est pas juste drogué, mais complètement inconscient, soit il est pas du tout drogué et il est conscient et il est, OP pour la situation. Mais voilà, il fallait choisir un camp à mon avis. Ouais, 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 je suis d'accord et je l'avais pas vu comme ça. Je n'avais jamais vu la scène, sous cet angle-là. Mais oui, effectivement et d'ailleurs, je pense qu'il y aurait même pas eu de question si jamais ça avait été une fille qui avait été droguée. On aurait tous dit: Ouais, C'est une scène de V». Alors qu'effectivement, vu que c'est lui, il y a questionnement. Mais effectivement, en soi, il est drogué, donc c'est une sorte de violation. En soi, c'est c'est une ça. violation. Affirmation suivante. La robe de la reine de mai que porte, Florence Pugh, a été vendue aux enchères, pour, 650 000 $. Franchement, vrai. Oh non, c'est faux. C'est faux. Ah! Je l'avais Ça dit aurait que tout le tellement monde se pu! cassait la gueule avec mes jeux. Ça aurait tellement pu. Ils sont par contre, les questions sont trop bien. Merci. Sont trop, trop cool. Ah ouais, ça elle a jamais été vendue? Elle a été vendue aux enchères, pour la modique somme de 65 000 $.
Ah ouais, OK, Et franchement, OK. j'ai vu l'info et j'étais: «C'est tout?» Bah oui, tu vois, le 650 me paraissait pas déconnant, hein. Tu as réussi à mettre Amélie en difficulté, on est choqués, ouais, ouais. Donc elle a été vendue pour 65 000 $. C'était pendant une levée de fonds, pendant le covid en soutien aux familles des pompiers. Il y avait Ariana Grande qui la voulait absolument et la chanteuse, Non. Elsie qui la voulait absolument. C'est, l'académie du film, ceux qui font les Oscars, qui l'a finalement emportée. Elle s Je suppose que maintenant qu'ils ont un musée, on peut peut-être la trouver, dans leur musée à Los Angeles. Heu, Trop bien. Pendant ces enchères, il y a pas eu d'autres props, en fait, de Midsommar qui ont été vendus. L'intégralité des props, qui étaient proposés ont levé un total de 100 000 $. OK, ah beh, tu vois, effectivement, j'aurais dit bien plus que ça et Pawa dit que 65 000 pour un bout de tissu, c'est énorme, mais franchement, quand tu vois, les prix de certains artefacts, de films, les prix auxquels ça se vend et notamment des fois pour des enchères ou même pour des causes caritatives ou quoi, enfin, 65 000, c'est extrêmement peu, je trouve, par rapport à C'est d'autres sommes que j'ai pu voir. c'est très, très peu et honnêtement, c je trouve ça tellement pas gentil de dire que c'est juste un bout de tissu parce que c'est quelque chose qui a nécessité, Oui, l'expertise de costumier qui a été fait à la main. Les broderies sont entièrement faites à la main. Ça a été des centaines d'heures de travail, en fait, c'est elle est colossale, la robe. la dernière affirmation, le réalisateur, Ari Aster, surnomme affectueusement son film «Le magicien d'Oz des pervers». Alors ça me fait beaucoup rire parce que en regardant des analyses du film ce matin, je j'ai vu effectivement des références au Magicien d'Oz que j'avais pas du tout capté en regardant, le film pour la première fois. Mais effectivement, ça me fait beaucoup rire, j'ai envie de dire vrai. C'est vrai. C'est vrai, Et ça de ses propres ça mots, me de sa fait propre bouche, il estime que c'est le magicien d'Oz des pervers. Je trouve ça ça très drôle et c'est vrai que, bah, du coup, en faisant les recherches pour le podcast, j'ai, pareil que toi, vu les parallèles avec le magicien d'Oz, auxquels j'aurais jamais pensé, avant, en bah, regardant le film et au ceux que final, c'est j'ai très vus. pertinent. Bah oui, ceux que j'ai vus, il y a, bah, forcément la Yellow Brick Road qui est le parterre de fleurs, jaunes. C'est des millepertuis, je crois, qui sèment le chemin jusqu'à l'arrivée au village. Il y a, ben, comment il s'appelle? Je crois que c'est Marc qui finit en épouvantail, Ouais. un peu et après, il y a quoi d'autre que tu as vu toi, comme ref? Moi, j'ai surtout vu que c'était, une meuf, loin de chez elle, entourée de 3 gars. Qui représentaient tous un aspect de la masculinité toxique, ce qui est aussi au final le cas un petit peu dans Le Magicien d'Oz, ils ont chacun, Ouais, ouais, ouais. un de ces aspects-là. Donc ouais, non, vraiment juste le parallèle est très pertinent et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, maintenant que j'ai fait mes devoirs et tout par rapport au film, j'ai envie de le revoir avec toutes ces analyses en tête, Ah ouais, pour le grave. décortiquer pendant que je le regarde, et me dire: «Tiens, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qui fait un petit peu Magicien d'Oz?» Peut-être aussi le fait qu'ils arrivent dans ce village, idyllique comme est supposé l'être le pays d'Oz en fait, la cité d'émeraude, qui est verte, là-bas tout est vert, heu, où tout le monde est supposé être cuicui des petits oiseaux et tout le monde s'apprécie et au final tout est un mensonge. C'est Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça la me fume de rire la de toute matriarche, princesse. fait croire des choses, complètement, aberrantes et manipule tout le monde. Ose manipule tout le monde. Donc ouais, non, le parallèle est zinzin. Et du coup, comme, bah, on est dans, les symboliques, du film, à tes yeux, au-delà de la lecture une du scénario, toi, la qu'est-ce que tu en as comme, comme lecture à tes yeux? Le film, heu, parle de quoi? Il y a, je pense, plusieurs manières de le voir. Moi, je l'ai vraiment, vu comme un film sur le deuil et le fait de trouver son groupe, sa communauté, sa famille, chose que Dany n'a jamais vraiment eu. On a l'impression parce que le film démarre, on apprend un petit peu un petit florilège d'infos qui nous montre que, bah,
Elle est indépendante, elle étudie la psychologie. Je trouve que c'est un détail assez important aussi, et sa sœur a 24 ans, habite toujours chez les parents, donc possiblement il y a une relation très fusionnelle entre les 3 et elle, elle a pas l'air d'être trop dedans. Sa sœur est bipolaire et elle étudie la psychologie, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même, tu sens qu'il y a un bagage assez lourd de son Mmh côté mh. et que quand ils décèdent tous, bah, c'est son monde aussi qui s'effondre et en fait le Midsommar, pour elle, c'est un point de passage dans sa vie où elle réussit. Alors je sais pas si c'est vraiment réussir à faire son deuil, mais où en tout cas, c'est un renouveau pour elle et un un très gros tourner la page, un tourner la page assez marquant, heu, qui d'ailleurs est un peu symbolisé dans le film parce que j'ai en revoyant un peu des extraits et des analyses, on voit il y a tellement de trucs de la mythologie nordique qui Mmh. sont distillés dans le film, notamment l'utilisation des runes. Runes que j'avais beaucoup vues en jouant aux 2 God of War, aux 2 jeux God of War. Et en fait, tous les personnages ont des runes sur leur tunique, qui sont brodées à la main et elle, elle en a 2, une qui symbolise, le voyage et l'expérience et une qui symbolise la le renouveau et la renaissance. Mmh mh. Du coup, effectivement, un film à fond là-dessus et tout à l'heure, tu parlais de la scène où elle extériorise sa douleur avec toutes les autres femmes et en fait, j'ai l'impression que cette scène-là symbolise vachement pour elle le la communauté Ouais. et le fait que, pour la première fois peut-être de sa vie, elle trouve des gens avec qui réellement partager cette douleur et qui vont la comprendre et qui vont l'accepter et qui vont peut-être la prendre à sa place, chose qu'elle a pas du tout pendant tout le film avec son mec, Mmh mh. qui d'ailleurs en fait, tout à l'heure tu disais, son mec ne l'aime plus, mais moi j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de l'amour un jour, en tout cas de son côté envers elle, vu comment il la traite, dans le film, enfin Ouais. c'est infernal. Donc ouais, j'ai l'impression que le film est à propos de ça, sous f sous on va dire fond de effectivement, au final, le lavage de cerveau Mmh mh. et manipulation mentale, à fond quoi. Parce que je pense pas qu'on peut arriver, plus vulnérable qu'elle. C'est ça. Dans ce timing-là dans lequel elle arrive, elle est au plus vulnérable et c'est quand même un des, des critères principaux des sectes aussi, c'est de recruter des gens qui sont, au plus bas ou ultra vulnérables psychologiquement à un moment dans leur vie. Oui, c'est pour ça que le pote de son copain qui les avait invités du coup à célébrer Midsommar insiste lourdement pour que finalement Dany soit du voyage parce qu'il capte très, très bien à quel point elle est fragile et vulnérable et c'est la candidate idéale, pour, Ouais. renouveler le parc génétique, heu, du village. Clairement. Il y a même des gens qui ont émis des théories comme quoi ce serait donc ce mec-là, il s'appelle Peel dans le film, Ouais. qui aurait orchestré, la manipulation mentale un peu de la sœur pour, en fait, créer l'opportunité pour qu'effectivement Dany bouge, au festival. Parce que, de base, elle était pas invitée, son copain ne comptait pas l'inviter Mmh. et alors j'ai trouvé que la théorie allait un peu Ah ça loin. m'a l'air d'aller un peu loin, oui. Mais par contre, effectivement, le personnage de Peel a un rôle hyper important parce que c'est lui qui, carrément, la pousse dans le Mmh truc mh. du début à la fin d'ailleurs Oui, ouais, ouais, totalement. et Il est constamment en train de l'encourager, à aller plus loin, plus à loin, plus fond loin. et d'ailleurs dans l'ouverture du film, la première image qu'on voit, je sais pas si tu te rappelles, c'est une fresque, une très grande Oui. fresque, qui est dans un style, je sais plus, le Cubite si ils appellent ça je crois? Je sais plus exactement, et en fait c'est une fresque qui est en 4 pans un peu. Qui, bah, carrément, spoil, le Oui, film quoi avec les d'entrée de dessins. jeu, on te dit: «Il va se passer ça». Mais j'adore, mais i Ari Aster le fait aussi dans Hérédité avec la maison de poupée dont Oui. l'actrice, Toni Collette s'occupe. Enfin, ça spoil, quelques scènes quand même et il fait la même chose là avec cette fresque qui est trop belle et dans la fresque, il y a le personnage de Peel qui est représenté avec une flûte et je sais plus, à quel, personnage de la mythologie nordique ça fait écho, mais c'est un personnage justement qui t'enchante avec sa flûte et Oh, qui ça doit être, te mène, ça doit être Pan, un truc quelque chose comme ça peut-être, c'est possible, je sais plus. Mais du coup, son personnage est symbolisé par cet homme avec une flûte qui les observe du haut d'un arbre
Ça, l'observation du haut d'un arbre, c'est ultra répandu dans la mythologie nordique, pour, par rapport à la jalousie et à la manipulation. Mmh. Enfin et c'est ça que j'adore dans ce film, en fait, c'est toutes les images et les références à la mythologie nordique qui sont hyper bien distillées et qui te sont montrées dès le C'est début du film, quoi. c'est très, très documenté. Après, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées et c'est pour ça, à mon avis, que à chaque fois, je suis là: «Est-ce que c'est la Norvège? Est-ce que c'est la Suède?» Parce Mmh. qu'ils sont allés vraiment chercher, heu, de façon très, très large, hein, Ah oui, je pense qu'ils sont restés très général, ils ont pris, la mythologie oui, nordique ouais, au ouais. sens très, très large du terme avec plusieurs contes, plusieurs, folklores différents pour pouvoir, mettre tout ça dedans, ouais, clairement. Bah, écoute, moi, je suis d'accord avec toi par rapport à ton interprétation du film sur le besoin d'appartenance, le besoin de communauté. Hem, Après, concernant la lecture du personnage de Dany, je le suis un peu moins parce que à mes yeux, c'est pas du tout, la meuf, indépendante, que tu décris. À mes yeux, au contraire, c'est quelqu'un de, drogué à la codépendance. Elle fait des études de psychologie parce que sa sœur est bipolaire. Déjà, à partir de là, elle vit pas pour elle-même, en fait. Elle a un but qui n'est pas uniquement le sien, qui est Ouais, ouais, drivé ouais, par je quelque vois. chose d'extérieur. Elle reste avec un gars qui la traite mal parce qu'elle a besoin de juste peut-être le principe d'avoir un copain, peut-être de se sentir aimée, peut-être qu'elle a pas une bonne idée de ce que c'est se sentir aimée, parce que sa petite sœur prenait toute l'attention à la maison, par exemple, hein, Ouais, ouais. et pour revenir sur la scène de la crise de panique avec toutes les autres femmes, je trouve que c'est un moment où tout le monde se fond les uns dans les autres, en fait, dans cette communauté-là. Il y a une perte totale d'individualité et c'est ça la codépendance, en fait et je pense que c'est aussi ce que Dany recherche. Vivre pour elle, ça fait pas partie de ce qu'elle connaît jusqu'à présent et elle trouve une communauté dans laquelle elle peut entièrement se fondre, où les gens vont respirer au même rythme qu'elle, en fait. On est sur la codépendance ultime. Heu, Ouais. donc à mes yeux, on est plus sur, un personnage qui est déjà vulnérable et entre guillemets «faible» de base, et pas sur un personnage qui s'est fait casser. Elle a perdu ses fondations, mais elle était déjà cassée à mes yeux. Et pourtant, tu vois, ce que tu dis là, je l'entends tout à fait et en faisant mes recherches ce matin, je suis tombée sur plusieurs scènes coupées du film, qui sont dans bah, alors je sais pas si du coup il y a une version longue, mais en Il y gros, a une version c'est longue, vrai ouais. que ah OK et bah, du coup, je sais pas si tu as déjà vu ces scènes, mais en fait, c'est vrai qu'on nous véhicule vachement l'image de, il y a cette secte, ils ne font au final un peu qu'un et c'est une Mmh. espèce de grosse hive mind et en fait, dans le film, des f alors pas dans les scènes coupées, mais dans le film de base, il y a plusieurs scènes où en fait, on remarque que notamment, il y a pas tant d'abandon de l'individualité parce que, à un moment, il y a, 2 personnes de la secte et tu sais, ils sont tous dans un espèce de grand dortoir. Ouais. Il y en a 2 qui se lèvent pendant la nuit et qui s'en vont, donc ils font un peu aussi, des petites fugues où ils respectent pas trop les règles et il y a une scène coupée où ils sont en train, à 2 doigts de sacrifier un enfant en le noyant dans la rivière avec un gros caillou. Oh mon Dieu! Tu l'as pas vu cette scène? Non, j'ai pas Elle est vu! folle et en gros, ils sont dans un espèce de début de rituel sacrificiel. Ils jettent un espèce de sapin qu'ils ont décoré à l'eau, mais ils avaient à l'avance préparé au cas où un gosse à sacrifier dans la rivière, décoré comme le sapin et le gosse tient un énorme roc et en fait, ils sont comme ça en mode: «À la une, à la 2 Oh la pour le balancer vache! et il y a le personnage de Dany qui arrive à ce moment-là en courant et qui dit: «Non, non, non, ça va pas, pourquoi vous faites ça?» et elle empêche le sacrifice donc quand même la meuf elle est pas totalement spectatrice du truc et quand elle se rebelle, il y a plusieurs autres membres de la secte qui disent eux aussi effectivement: «Non, non, non, en fait, le faites pas» et je sais pas pourquoi il y a cette scène, alors que tout le reste du film est vachement basé sur la perte d'individualité au final. Ouais, beh, je C'est pense très bizarre là, elle a pas été coupée pour rien, à mon avis, hein, ça brouille ouais, complètement le message, hein. mmh mh. Ouais, bah oui, à fond. Et oui, il existe, une version longue, un peu director's cut, de, 170 minutes. Oh, Donc un écoute, gros je machin. regarderai peut-être celle-là.
Un gros bébé. Mais c'est vrai que quitte à le revoir, autant se taper, les 170 minutes, Mais grave. de Malaiseland. C'est comme ça qu'on aurait dû l'appeler, Malaiseland. De ouf. Question un peu deep, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des thématiques du film, est-ce que, peut-être qu'une des raisons pour lesquelles c'est un film qui t'a marqué, c'est peut-être parce que une de ces thématiques résonne d'une façon particulière chez toi, ou pas du tout? Est-ce que ça te ramène, à une réflexion un peu interne à un moment de ta vie ou pas forcément? Non, je n'ai perdu aucun membre de ma famille, sous monoxyde de carbone, meurtre-suicide. Tant mieux pour toi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une thématique, en fait, que j'aime beaucoup et tu vois, je reparle d'Hannibal, je reparle de, The Haunting of Hill House un petit peu plus rapproché. Heu, je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans le les drames familiaux et les familles un peu dysfonctionnelles. Mmh. J'ai l'impression bon, la Midsommar, c'est pas tant la famille dysfonctionnelle parce que le film s'ouvre avec le meurtre-suicide, quoi, donc c'est pas tant ça. Mais j'ai lu un truc la dernière fois qui m'a fait beaucoup rire, et qui disait que, les personnes qui avaient vécu, dans le chaos étant plus jeunes et dans le effectivement en étant en mode survie et en mode vigilance constant, ce qui a été mon cas, étaient des personnes plus tard qui étaient vachement, attirées par des contenus assez, heu, comment dire? Avec ouais des serial killers, des gens un peu, Mmh. fucked up psychologiquement, des choses comme ça et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est un peu mon cas. C'est totalement Je sais pas vrai. si c'est, Je de j'approuve. manière générale. Tu approuves? Ah, tu vois? J'approuve complet. À chaque fois que je vois passer une info en mode, «Les gens qui ont eu une enfance traumatisante ont tendance à aimer les films d'horreur», je suis là: «Oui». Mais c'est fou, c'est Absolument. fou. Donc oui, j'ai aussi vu une étude disant que ceux qui aimaient les films d'horreur avaient tendance à être des psychopathes, donc on va pas Allez, prendre tout ça yes. au pied de la lettre non plus. Mais je sais pas, ouais, je sais pas si c'est réellement cette thématique qui a résonné avec moi, mais ouais. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, ça me fait réfléchir ta question. Ouais, éventuellement. Moi, je sais que justement le côté codépendance, bah, c'est pour ça que naturellement, je mets l'accent dessus, heu, parce que j'ai toujours eu, plus jeune, cette tendance à l'amour, codépendant, à vouloir chercher le côté fusionnel, à vraiment Mmh. me perdre dans les relations, même dans les relations de famille et tout, à être complètement effacée, à perdre en identité. Au profit d'une relation parfois extrêmement toxique. Ah oui, du coup, thématique qui est en Ah bien en rapport ouais! aussi avec Midsommar, quoi, Ouais, 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 totalement. à fond. Heu, Ouais, à la limite. La codépendance, je l'ai pas forcément, mais par contre, j'ai ouais, grandi dans le mode, en mode chaos, en mmh mode mh. vigilance et en mode, c'est un peu moi qui suis la maman, qui Oui, m'occupe, de ma sœur aussi et du coup, il y a peut-être un rapport avec ça. Mais je vois totalement. Est-ce que tu as déjà montré Midsommar, à quelqu'un? Est-ce que tu as mis quelqu'un devant alors, le film en mode: «Il faut que je te montre ce film»? j'ai déjà mis beaucoup de monde devant des films parce que, habitant à distance avec mes amis, quand ils viennent à la maison, c'est un peu un passage obligé où je leur mets le gun sur la tempe et ils doivent regarder des trucs. Patou, si elle est encore là, elle le sait bien, elle a subi la dernière fois. On l'a mise devant, Interstellar et Jurassic Park qu'elle n'avait jamais vu. Autant te dire que Il y a un début à tout. voilà, je confirme, elle le dit et Midsommar, j'ai mis personne devant, je crois, parce que c'est tellement space et que je sais que en fait, quand je mets quelqu'un devant un film, déjà d'avance, je me dis: «OK, cette personne est comme ça, il faut qu'elle ait vu tel film parce que je sais que ça va lui plaire et il faut qu'elle le voie». Et Midsommar, fou, Mmh. c'est je mettrais pas, n'importe qui devant parce que déjà, les potes, ils veulent jamais, enfin, ils sont un peu réticents à chaque fois en mode: «Oui, bon, c'est bon, on va regarder un de tes films» et du coup, si je monte Midsommar qui est déjà hyper clivant, je me fous un peu une balle dans le pied. Parce qu'il y a un monde où ils aiment pas et après ils voudront plus que je leur montre des films. Vraiment, c'est des thématiques qui sont très, très dures avec une esthétique, très particulière et le rythme, on n'a pas Mmh. parlé du rythme, mais le rythme est très particulier. On est sur, bah, justement quelque chose de très naturaliste donc c'est,
C'est un slow burn, c'est calme, c'est lent, ça monte Ouais. crescendo. Il y a des grands moments où tu as l'impression qu'il se passe rien, alors qu'il se passe beaucoup de choses, mais les messages sont très subtils, il faut être très attentif. Tu ne peux pas regarder ce film avec ton téléphone à la main. Ah non, et Voilà, tant mieux! hein, absolument, il en faut, pitié. Et tant mieux! Et effectivement, c'est un slow burn et c'est un film codé horreur qui ne répond à aucun code classique de l'horreur. Et d'ailleurs, la seule scène, on va dire, un peu classico-classique des codes de l'horreur, c'est la scène où elle est sous champignons, vers le début du film. Mmh, Elle court, elle a un peu un bad trip, elle court dans l'espèce de petite hutte, de toilette et elle se regarde dans le miroir et avec un jeu de lumière absolument incroyable, on voit, sa sœur morte derrière oui, avec le tuyau dans la bouche et après elle se retourne et on va dire c'est un peu le seul, plan d'horreur auquel on a l'habitude, oui, on n'est dans pas les du films tout d'horreur un peu sur, classiques. le jump scare, Ouais, non, on n'est pas sur, la musique qui te spoil qu'un truc va te sauter dessus. La musique est très exactement. complémentaire et très organique par rapport à ce qui se passe à l'image, Ouais, il se sert beaucoup du son dans le film oui. pour, instaurer le malaise. Il y a plein de scènes que j'ai re-regardées où, en fait, heu, ils enlèvent même les bruits ambiants de la nature, notamment au début Mmh. quand ils arrivent dans le village, les touristes et les amis de Dany. Et en fait, on entend au début les oiseaux, les insectes, le bruit de l'herbe qui est avec le vent et au bout d'un moment, toute cette piste son est enlevée pour qu'on n'entende plus que la voix de la chef du village qui parle. C'est hyper perturbant. Ouais. Ouais, ouais et c'est très, très, très efficace pour avoir cette sensation d'isolement total, un peu anxiogène, c'est À fond. cet endroit ne semble plus réel du tout, Mmh, mmh mh. non, c'est très, très bien foutu, à ce niveau-là. Et les plans Mais donc sont trop, trop bien tournés. oui, Pardon, je finis là-dessus, je t'en mais prie. je parle de la scène où elle rentre dans ces fameuses toilettes. La scène, je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, elle rentre dans les toilettes et ça fait une, transition avec, en fait, quand elle rentre dans les toilettes, elle n'est plus dans la cabane, elle est dans Oui, les toilettes de l'avion, en train d'avoir cette suite de crises de panique et après elle sort et cette scène-là sert de scène transitoire entre bon, bah, là, c'est bon, ils font le voyage, quoi, ils y vont, je trouve ça ouf. Il y en a plein des scènes comme ça avec des changements de caméra qui te montrent, des choses, du film. J'aime bien. mais donc du coup, non, tu as Ah ouais, pas moi je trouve qu'il forcément mis quelqu'un devant, heu, Midsommar, mmh. tu est-ce que c'est par peur d'infliger à quelqu'un un film qui est v très dur, ou est-ce que c'est par peur qu'on juge tes goûts? Non, quand je juge mes goûts, je m'en fous complètement pour le coup, et je les affiche, haut et fort et je les adore mes goûts. D'ailleurs, on se moque déjà de moi avec mes drames biopics, donc je m'en fous. Non, c'est plus parce que, je sais que j'ai des potes qui sont pas les plus grands cinéphiles de la planète et et du coup, j'ai juste peur de leur faire perdre leur temps avec quelque chose qu'ils vont pas aimer, Mmh mh. alors que c'est déjà, compliqué des fois, les mettre devant des films, quoi. Parce que en fait, c'est vrai, il y a déjà, tu l'as précisé tout à l'heure, mais il y a plein, 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 plein de gens qui ne sont plus capables de regarder un film en scrollant sur leur téléphone et ça me fait péter un câble. Juré. Moi, la première, attention quand je dis ça, c'est pas du tout moralisateur parce que moi, la première, j'ai du mal à poser mon téléphone et c'est d'ailleurs un de mes objectifs de cette année, c'est de moins l'utiliser. Mais, pendant les films et séries, surtout les bons films et séries, ceux où tu as besoin de poser ton téléphone pour apprécier complètement, moi ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ah non, mais ça par contre, Pawan, n'en parlons même pas. Les personnes qui regardent tout en 1,5 ou 1/2, Ça, je je comprends veux même pas pas! Je sais je veux même pas pas comment parler c'est à ces gens. possible! Je veux pas parler à ces gens. Non, 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 non. Non, non, C'est non, non. éventuellement un TikTok un peu long, tu le mets plus rapidement, mais un Ah non, film? mais jamais un film ou une série, jamais de la vie. Je veux dire le rythme de l'œuvre cinématographique fait partie de la réflexion, en fait, le un peu de respect pour Ouais, les monteurs, les de pauvres! ouf, de ouf. Ah non, C'est c'est un pas tel possible. boulot, le montage. Ouais. Oh oui. On n'imagine pas jusqu'au moment où il faut monter vos propres VOD. On n'imagine pas ce que c'est d'être monteur. Après, on peut être capable de suivre un film à fond en faisant autre chose en même temps. Et je pense qu'honnêtement, le maximum de ce que tu supposé faire en même temps de regarder un film, c'est peut-être du repassage.
Hop, ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Pour le coup, même moi, tu vois, des fois, qui a mon téléphone à proximité, juste parce que à chaque fois, je suis la meuf insupportable qui fait: «Oh, Attends, lui, je l'ai vu dans quoi lui? Attends 2 secondes. OK, c'est quoi son personnage? Attends, juste je check 2 secondes dans quoi je l'ai vu». Tellement pareil. Je fais ça tout le temps, mais du coup, des fois, rien que de faire ça me fait perdre, de précieuses minutes à Ouais, apprécier une scène et j'ai raté un plan sympa ou j'ai raté une phrase ou il y a un truc et alors que je suis capable de faire du multitask, hein, mais c'est trop important de suivre à fond, quoi. clairement, C'est trop important. clairement, tout à fait d'accord. J'ai un nouveau petit jeu pour toi. On va voir à quel Oh, point tu survivrais au Midsommar. J'ai intitulé ce jeu, Reine de mai ou Reine de mai. exceptionnel, j'adore. Oh yeah. On va passer en revue des choses qui se passent pendant le film, enfin, on va imaginer, grosso modo, tu débarques dans ce village. À chaque étape, tu vas devoir me répondre, «Je reste», «Je suis pas à l'aise» ou «Je me casse» et on va voir à quel moment OK, tu te casses. OK. Sûrement très, très tôt. Ah, je pense qu'on peut être surpris. OK. Petit 1, on t'invite à un festival traditionnel en pleine campagne. Oh go. Oh, je suis chaud. Petit 2, tout le monde est très gentil, très souriant. Ça déjà, «Ah, des gens mais gentils, bah!» ouais, 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 que des gens gentils et souriants, je me dis: «Ah! OK, OK». Petit 3, Mais méfiance déjà. OK, on te propose une boisson traditionnelle. Ouais, 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 je reste, j'aime trop, découvrir, des goûts, des saveurs, même si c'est dégueulasse, tu vois? Mais moi je reste un peu attends, elle m'offrait de quoi boire, l'apéro, bien sûr que je reste, bien évidemment. Ensuite, tout le monde dort dans un dortoir commun. Pépé. Pour avoir, expérimenté ça plus d'une fois en Erasmus, à voyager et à me taper des auberges de jeunesse avec 12 dortoirs, dont 2 gros dégueulasses qui ronflent en chœur, alors que je ne supporte pas les ronflements. Je vais dire que je reste, mais avec, des boules qui de la taille d'un cylindre, de chantier dans les oreilles, très clairement. Ensuite, il y a un sacré paquet de règles à respecter. Ça me dérange pas, ça dépend les règles. La meuf, c'est ça me dérange pas, mais ça dépend les règles. Déjà, ça part mal. Disons qu'à partir du moment où je débarque, chez quelqu'un d'autre dans une culture que je connais pas, ça me dérange absolument pas de respecter les règles du tout. D'ailleurs, je suis plutôt la meuf dans mon groupe, de base qui va faire en sorte que tout le monde les respecte et qui va vraiment Mmh. casser les bonbons à tout le monde, pour qu'on les respecte, ouais. On est déjà à l'étape 6. OMG. On choisit tes vêtements pour toi. Là, ça commence à m'emmerder, ouais. Ça commence à m'emmerder. J'ai déjà, tu vois, j'ai fait beaucoup de danse et j'ai déjà participé à des spectacles de danse où, tu forcé de mettre des costumes horribles Mmh. qui ne te vont pas parce que toi tu fais un 42-44 et que toutes les meufs de ton groupe font un 36 et que naturellement, il y a pas ta taille sur le site où elles commandent, ces habits dégueulasses et donc je me suis déjà retrouvée à faire un spectacle de danse sur la thématique de Barbie avec un legging, rose fluo qui collait à ma cellulite. Ah. C'était dégueulasse. Mais j'ai quand même dansé. Donc ouais, déjà là, ça, je pense que je suis au bord de me barrer là. Ah ouais, genre les Ah vêtements, ça ouais. commence à être la goutte d'eau, quoi. Ah ouais, ouais, à fond, Ah, à c'est fond. dingue, j'aurais pas cru parce que honnêtement, tout le monde est habillé pareil, il y a un vêtement traditionnel, bah, let's go, je mets le vêtement tradi. Ouais, mais ça dépend c'est quoi le vêtement tradi, tu vois? Si c'est un vêtement tradi qui, est hyper obscène, là tout de suite, Si c'est des porte-jartelles ouais, tu vois, avec, si on te dit, «Ah mais attends, tu m'as pas précisé ce que c'était». Moi, si j'arrive dans cette communauté et on me dit, «Notre habit, c'est,
des bretelles, sur, je sais pas, un string. Bah là, bon, votre costume traditionnel, bon, Bon, là, en l'occurrence, on est dans Midsommar, tu vois à peu près la tenue, les gens non, débarquent, ils ça te va, je disent, reste. «Faut que tu mettes ça». Non, ça va. Dans Midsommar, je reste. Petit 7, les vieux ont une date d'expiration et après ils se butent. Ah, alors ça, tu vois, Mais c'est traditionnel! c'est traditionnel. En vrai, ça, je trouve que il y a vraiment débat parce que ça fait écho même à un débat de société qui est le droit de choisir, sa mort finalement et le droit, de mourir, je crois que c'est en Suisse où on a le droit à la mort assistée, je sais plus. C'est en Mais du Suisse, ouais. coup, c'est en Suisse et ben, je trouve qu'en vrai, il y a débat de fou. Moi, je sais que je parle beaucoup de ça avec ma pardon, je sais pas s'il faut épiloguer à chaque fois Ah, je t'en prie, sur chaque ça truc, m'intéresse. mais on en parle souvent avec ma belle-mère qui donc la mère de mon mari qui a un peu cette phobie de devenir, comme elle le dit elle-même, assistée Mmh mh. et en fait, à chaque fois, elle nous répète souvent: «Si un jour ça arrive, si un jour quoi que ce soit, enfin vous me débranchez. Moi, si je pouvais choisir, genre je choisirais de moi-même, Ouais, de tu sais, que ce soit, rapide, sans douleur, pour toi ou tes proches» et vraiment, ouais, c'est un débat qu'on a souvent avec elle. Donc je dirais, oui pour la date d'expiration, mais je trouve que dans Midsommar, elle est un peu tôt quand même, hein, parce que c'est 72 ans, c'est hein. C'est pas 72 si ans tard, hein. C'est pas tard, hein. et d'ailleurs, c'est même pas forcément 72 ans, c'est à partir de 50 et quelques, qu'ils ont le droit. Oui, c'est dans la dernière phase, effectivement de leur vie qui est, 56-72. Ouais, c'est ça. Donc franchement, c'est pas tard, hein. Ça fait chier. Ouais et du coup, tu restes, tu es pas à l'aise ou tu te casses? Je suis pas à l'aise. Pas à l'aise. On est à l'étape 7. OMG. Tu vois le côté je me casse tout de suite, finalement on se Ouais, surprend, hein. en fait, ça va. Ouais, ouais. Petit 8, tu apprends qu'un des gamins est issu d'une relation incestueuse. Mais là, je crois qu'on y est, hein. Je crois que je me casse là. Là tu te casses? Ouais. Ouais, je crois, oui. Après, tu me diras: «Attends, j'y suis» et on me dit bah, non, en vrai, non, peut-être pas, je me casse parce que du coup, c'est pas, ma sécurité et mon intégrité qui est mise à l'épreuve, mais je crois que là, on monte bien fort dans le malaise, là. Dans le malaise, hein, là tu commences à te Ouais, dire: ouais, «Ah ils sont bizarres en allez, allez. fait». Ouais, ouais, ah, vous êtes consanguin? OK. Ah, OK, ah, les 1ers cousins, c'est d'accord. pas un no go ça. Oh mince. Ah, OK, OK, on est en Suède ou au Texas? Non, OK, ça marche. Allez, C'est pas de ça. souci. Allez. Non, non, je suis ultra malaisée, mais je reste. Étape, 8, il y a un rituel qui consiste à danser jusqu'à épuisement. Non, ça, c'est un intégral slay, bien sûr que je reste. Bien sûr, Je reste et je bien sûr. gagne. Mais bien évidemment, mais il y a zéro débat. Moi, je dance the night away, comme dirait Dua Lipa. Petit 10, tu apprends qu'il y a des rituels sexuels. Voilà, et là, on arrive, je pense, à la fin de ce concept. Non, là, c'est ciao, ciao sur 20, très clairement. Ah, attends, qu'est-ce que Patou nous dit là? J'avais une stagiaire en apprentissage, elle m'a sorti sans transition un jour, quand on faisait connaissance, que ses parents étaient frères et sœurs. Ah! Eh ben, yes. Eh ben, on est Eh ben, désolé finalement, pour il y a cette pas besoin personne. d'aller, si loin. Non et non, non, les rituels sexuels, c'est ciao, là, c'est bon. Mais tu C'est vois, le problème, c'est qu'à partir de l'étape précédente, tu es déjà officiellement reine de mai yay! et que Impeccable. si on suit le film, tu apprends qu'il y a des rituels sexuels un petit peu tard. Parce que l'étape suivante, c'est quand tu chiales, tout le monde chiale. Et l'étape numéro 12, qui était la dernière, c'est on fout ton ex au feu. Oui, ouais. Hein, hein. Mmh. Ouais. Bah, j'aurais peut-être dû tenir le coup, au vu de l'ex, mais mais tant pis, je me barre au rituel sexuel. 1325 heures, pas ouais, c'est la durée de la danse la plus longue. Ça fait beaucoup. Ça fait combien en jours? Ça fait mais c'est énorme! Attends, Ton ex au feu, c'est si drôle. Ah bah, ça moi, j'ai juste pris des choses qui se passent, hein, dans le film.
Ça fait 55 jours. 55 jours, waouh! Oh la vache. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de réaliser que si on était à la place des personnages, on pourrait beaucoup plus facilement, laisser passer des choses et se laisser, pas forcément engrainer, tu vois, à ce point-là, mais au nom du respect d'une autre tradition et d'une autre culture, d'autant que eux, c'est des étudiants en anthropologie et en Ouais, psychologie, donc ils ont cet intérêt-là, d'études. ouais. On quand on regarde un film d'horreur, on a tendance à se dire: «Je me serais barré tout de suite, j'aurais vu la douille, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela». Sur Midsommar, le plus intéressant, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui finalement seraient restés et auraient fini dans la même situation Et on oublie qu'ils sont, drogués pendant une grosse partie du film, hein. aussi. Ouais, ouais, ouais. Notamment, le personnage de Dany, de Florence Pugh, elle est droguée pendant une très, très grosse partie, hein. Ouais, ce qui aide, au lavage de cerveau, Donc heu, complètement, ouais. mais voilà, je trouvais ça intéressant. On a tendance à regarder un petit peu de haut, ce que font les personnages dans les films jusqu'au moment où on se tu décortiques étape par étape et tu te dis: «Non, finalement, j'aurais été dans le même merdier». Ouais, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Bon, je suis la reine de mai. Je suis née en juin, mais je suis la reine de mai. Voilà, Ça me va, tu ça me finis va. reine de mai, on a foutu ton ex au feu. Allez, nickel, ça me va. On arrive doucement sur la fin du podcast. Je sais, ça passe très, très vite. Ça passe méga vite. Ça passe beaucoup trop Ah oui, ça fait vite. 1 heure et demie. Pour amorcer la fin, par rapport à Midsommar, est-ce que c'est un film qui a modifié ton regard sur le cinéma? Est-ce que ça a influencé ton goût pour certains genres? Ou peut-être que tu t'es mis à suivre, Ari Aster en particulier? Est-ce que tu as peut-être aussi découvert d'autres films grâce à ce film-là? C'est une question très vaste. Hem, je pense que Midsommar a confirmé mon intérêt, au final, pour les œuvres cinématographiques ou enfin, séries et cinéma qui sont bizarres. Mmh. J'aime le bizarre plus que l'horreur, tu vois? Je parlais tout à l'heure Ouais. de Pearl. Pearl est extrêmement bizarre et très, ouais, folk, je dirais, dans l'idée. Je sais même pas trop comment le définir, mais tu vois? Pearl, Hérédité, Midsommar, les Hannibal, la série, toutes Mmh. ces choses-là sont Hannibal un peu moins, mais sont très bizarres et dérangeantes et j'allais même sortir un autre exemple qui est celui de c'est pas un film d'horreur, mais Saltburn. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu, qui est, Je l'ai pas vu, ça m'a pas inspiré, mais j'ai cru comprendre que c'était chelou. c'est très chelou et en fait, je me rends compte que j'aime bien. J'aime bien le chelou et j'aime bien le malaisant. Même si Saltburn, il y a pour moi, il est très faillible à plein de niveaux, mais ses scènes les plus gênantes et dérangeantes sont ce que j'ai préféré Mmh. et je dirais quoi, Midsommar a vraiment confirmé mon intérêt pour ça et mon intérêt pour, Florence Pugh, très clairement. Ça, c'est sans équivoque. Qu'est-ce que tu penses? Parce que ça, c'était un débat que je pensais qu'on aurait et au final, il se fait l'heure et on est passé à travers. Qu'est-ce que tu penses de la notion de elevated horror qui s'installe depuis que A24, commence à avoir du succès? Donc notamment à partir de Hérédité, à partir de Midsommar, on a vraiment commencé à parler du elevated horror, un petit peu OK, en opposition de l'horreur commerciale, des slashers, de ce qui sort, en salle habituellement, tout ce qui est plus indie horror au final. ouais. C'est un terme qui te parle? Tu vois un petit peu de quoi il s'agit? Bah, complètement parce que j'ai l'impression de me reconnaître, dans ce public-là, puisque comme je te Mmh. disais, tous les slashers et l'horreur un peu plus commerciale, c'est vraiment tout ce que je déteste le plus et au final, les films qui me plaisent le plus, bah, déjà j'adore A24, alors pas tous leurs films, mais au final, tous les films que je t'ai cités là, je crois que Pearl aussi c'est du A24. D'ailleurs Il me même la semble, oui. trilogie est du Ouais, ouais, c'est du A24. A24. C'est complètement quelque chose qui me parle. Est-ce que ça veut dire que du coup, on revient à des concepts où tu parlais au début d'un truc un peu péteux, qui se regarde le nombril? Je ne sais pas, peut-être, mais j'ai l'impression que ces films-là de elevated horror j'aime pas le terme elevated parce que ça veut dire du coup Je que, trouve ça en fait ignoble. en fait, ça veut dire du coup que le genre horreur plus commercial est nul, alors que c'est pas non plus le cas. Mmh. Mais du coup
pour moi, le elevated horror, c'est plus quelque chose qui va s'éloigner des codes classiques de l'horreur pour aller explorer d'autres thématiques, tu vois? Mmh. Comme la gêne, le malaise et qui va au final parler de sujets plus terre à terre. Alors c'est peut-être plus ça que veut dire l'elevated horror parce que tu vois, Hérédité, ça concerne aussi le deuil et la famille, Ouais. des thématiques qu'on retrouve dans un milliard de films finalement. Midsommar, parle de voilà, de communauté, d'également de deuil, de renaissance. Alors que des films plus commerciaux, on va dire, restent sur des thématiques, des fois assez similaires de, surnaturel ou d'entités, de choses comme ça, qui sont d'ailleurs très peu abordées, dans l'elevated horror. Toi, tu en penses quoi, toi? J'ai une sainte horreur de ce terme. C'est vraiment, Ah ouais, je l'aime je pas. méprise ce terme et je trouve le terme méprisant, donc j'ai le droit, de toute façon. Oui, oui, mais il l'est, c'est pour ça que je te dis, j'ai même moi, j'ai du mal à l'employer parce que ça voudrait dire que tu es supérieur intellectuellement Il si y tu aimes a ce genre de film. exactement, il y a un jugement qui va de pair, Ouais, avec un terme comme elevated horror, qui se veut, au contraire de tous les autres courants. C'est vrai, c'est le pick me de l'horreur, en fait. ouais, à fond, à C'est le fond. c'est le pick me de l'horreur, je déteste ça. J'aime pas qu'on crée une hiérarchie, je trouve ça classiste. C'est il y a une façon de dire, en fait, l'elevated horror se veut moins accessible et on est supposé vouloir que les choses de qualité soient accessibles à tout le monde et appréciées de tout le monde. Enfin voilà, il y a une espèce de pédance intellectuelle par rapport à tout ce qui va de pair. Donc Mmh. à partir du moment où quelqu'un commence à employer le terme elevated horror, j'ai juste envie de mettre sa tête dans les toilettes. Mais c'est la première fois que je l'entends, tu vois? Pour moi, c'était vraiment, horreur, folk, un peu, horreur indé, à la limite, ce que j'aurais dit. En plus, il y a même pas besoin de les classer. Genre, par exemple, moi, l'horreur, slasher et tout ce qu'on a pu aborder, j'aime pas. Mais c'est pas parce que c'est inférieur, c'est parce que c'est juste une thématique différente Ouais, et ça veut pas dire que c'est un cinéma inférieur. Au contraire, le nombre de techniques et de manières de filmer de ce type de cinéma est unique en son genre ouais. et ils ont avec ces techniques-là d'horreur, révolutionner plein de trucs dans le cinéma qui sont utilisés dans d'autres genres, tu vois? On prendrait, aujourd'hui, Eli Roth, sortirait parmi ses classiques de l'horreur et c'est un gars qui a eu un impact phénoménal sur le cinéma d'horreur. On oserait dire que oui, mais c'est pas de l'elevated horror et que c'est du commercial alors que le mec est un réal de zinzin qui a des propositions, qui est en effet qui relèvent du gore la plupart du temps, donc ça parle pas à tout le monde. C'est pas léché, c'est pas esthétique, Ouais. mais il n'empêche que, il y a des qualités absolument indéniables à ce qu'il propose. Donc, éventuellement, peut-être qu'on parlerait, je sais pas, d'esthétique horreur, de je sais pas quoi, enfin qui parlerait justement du fait qu'on recherche qu'il y a une recherche esthétique, OK. Mais elevated horror, comme si c'était fait pour un public, un peu plus classieux, ça me dérange profondément. Ouais, ça en fait, ça ce terme indique un peu que faut être un gros intellectuel ou C'est un gros ça. péteux, de sortie d'école de ciné pour l'apprécier alors que c'est pas vrai. Et j'aime pas aussi qu'on prenne de haut tout ce qu'on considère comme commercial. Parce que le cinéma, c'est quand même une forme de divertissement. À quel moment, quand tu vas voir un film uniquement dans le but de te divertir, ça a moins de valeur que n'importe quel autre film qui cherche peut-être à te faire réfléchir ou à te stimuler d'une autre façon. Enfin, Je l'ai beaucoup eu ce la notion débat, de pur divertissement n'est pas en dessous de quoi que ce soit. étant, à la fois, une meuf qui adore les films, indés ou peut-être un peu plus prise de tête, autant que j'aime les films Marvel, tu vois? J'ai beaucoup eu ce débat, parce que, bah, les Marvel sont souvent, heu, Prix de on haut. va dire, critiqués, pris de haut, parce que c'est des films commerciaux qui sont jugés comme, avec des scénarios inférieurs à tout ce qu'on peut voir. Mais n'empêche que, les films Marvel et tout ce qui se passe avec le folklore, je pourrais en parler pendant, des Mmh. heures et des heures et des heures, tellement c'est intéressant et tellement c'est cool, tu vois? Et ça veut pas dire que c'est inférieur. Non, absolument. Non, mais du coup, enfin, voilà, c'était une parenthèse que j'avais envie d'avoir par rapport à ce terme. Mais que je Mais découvre grâce à toi. visiblement dans le chat ça découvre, aussi et à la limite, j'en suis plutôt contente que ce soit pas un terme qui soit autant, démocratisé que ce que je pensais. C'est peut-être juste, au niveau
des fans d'horreur qu'on a tendance à entendre ce terme, pour se classifier les uns les autres, et ce que je trouve dommage. Je pense que ce terme, en fait, devrait même pas exister parce qu'il veut rien dire, en Ça fait. veut C'est rien et dire. ça je trouve que ça prouve aussi à quel point l'horreur est un genre sous-coté. Oui. Ouais, Alors que, tu ouais, vois, je ouais. suis vraiment vraiment pas une fan de ce genre, mais du coup, je le trouve extrêmement sous-coté et un peu, un fourre-tout. Parce que, quand enfin, je sais pas, tu vois, quand tu vois les drames, par exemple, tu as drame biographique, drame Mmh. thriller, drame romantique. Il y a le drame, je pense que c'est le genre de film qui a le plus de sous-genres dedans. Et c'est pour ça que c'est compliqué de dire, quand tu décris un drame, des fois, c'est compliqué de le décrire. Tu es obligé carrément de mettre un autre Ouais. genre après pour faire comprendre ce que c'est. Et ben je trouve que l'horreur devrait bénéficier de ce L'horreur même a traitement. énormément de sous-genres, mais on connaît les sous-genres quand on est fan d'horreur et au niveau du grand public, Mmh. c'est moins connu. Le body horror et l'horreur de créatures et l'horreur, surnaturelle, Et tu vois, il y a ça me fait vraiment penser, tu parles énormément de de sous-genres. tu parles de body horror et ben, moi qui suis pas fan de base du genre de manière générale, j'ai regardé The Substance cette année, je me suis régalée. Je me suis régalée, je l'ai trouvé génial. Et ce que je continue de trouver dommage, et ce qui se poursuit d'ailleurs cette année, je sais pas si tu vois le cas du film, Sinners qui est en train de se faire snober par Bien absolument sûr. tous les awards parce que, bah, ça a le malheur d'être un film d'horreur. The Substance, est passé en travers les mailles de ce filet de snobisme parce qu'il parle de Hollywood et Hollywood adore qu'on parle de lui-même. Bien sûr, bien sûr. Tout ça pour au final concrétiser la vision du film qui est ne pas faire gagner Demi Moore alors qu'elle carry le film, mais C'est ça, enfin, un film comme Midsommar qui a au final beaucoup apporté au genre de l'horreur, il y a eu un avant et après Midsommar, à mes yeux. Au niveau de ce qu'on propose dans les films d'horreur ou ce qu'on a mmh, réalisé qu'on pouvait proposer dans le film d'horreur mainstream ou en «commercial» entre guillemets. ouais, C'est pas une nomination. Tout ce que ce film a c'est gagné malgré toutes ses qualités, c'était des petits festivals éventuellement dédiés à l'horreur, c'était des choses, qui n'ont pas la plateforme de les Oscars et les SAG Awards et enfin ce genre de choses. Je crois que les Critics' Choice, ils ont eu le meilleur film d'horreur, mais Critics' Choice, c'est un peu pris de haut et aussi, tu vois? Hem, donc tout ce qui est j'adore cross-plateforme, regarder les cérémonies. Les cérémonies, j'adore et il y a tellement de snobisme ouais. sur des genres comme, bah, déjà les blockbusters de manière générale et effectivement le cinéma d'horreur à fond, à fond, à fond. C'est sous-coté de fou dans les cérémonies. Moi, Je comprends pas je pourquoi. trouve ça zinzin de me dire qu'un film comme Midsommar n'a même pas eu, une nomination, même pas forcément gagné quoi que ce soit. Ouais, Une nomination pour la heu, photo, de fou, alors de qu'il fou y a un et tu beau vois, exemple. tu mentionnais Sinners, je l'ai adoré. Mmh mh. Il est trop, trop, trop bien à tellement d'égards et de le voir se faire snober de la sorte là Ouais. aux cérémonies, c'est honteux, honteux. Et d'ailleurs, ça ouais, ça fait beaucoup réagir en ce moment, sur Sinners. Ça fait vraiment beaucoup réagir et tant mieux, honnêtement, si on peut, d'ici quelques années, finir, avec moins de snobisme pour les films d'horreur, Mais grave. ça je pense que ça encouragerait énormément de cinéastes à explorer le genre de l'horreur, d'une nouvelle façon. Pas juste proposer Ouais. des machines à jumpscare, avec une bande d'adolescents qui se fait trucider et il y a 1000 choses à dire dans les films d'horreur qu'on peut plus explorer dans les jeux vidéo d'horreur parce qu'on a pas mal de, jeux vidéo indépendants qui proposent des très bonnes choses, mais dans le cinéma moins, mais il y a plus de risques financiers, je pense. Mmh. Ouais, ça m'étonne pas. Et Cartier, tu demandes s'il y a du snobisme, sur les comédies musicales dans les Non. cérémonies? Beaucoup moins que dans l'horreur déjà et ça dépend la comédie musicale. Tu vois, La La Land, par exemple, avait, raflé beaucoup, beaucoup de choses, mais encore une fois, enfin, tu l'as mentionné, Looney, C'est Hollywood qui parle de c'est une lui-même. comédie musicale à propos d'Hollywood et du système d'Hollywood, donc forcément, ça a remporté bien plus de trucs que, je sais pas, The Greatest Showman, par exemple, tu vois? Ouais, À peu près à la même époque, on va dire. Donc je dirais que oui et non, c'est un peu snobé. on est quand même Oui et non. sur, une bande de theater kids, donc ils adorent tous les comédies musicales. Bah oui, bah oui, bien sûr. Pour finir, Amélie, est-ce Mmh. que tu as une, unpopular opinion sur le cinéma, éventuellement actuel ou de manière générale? Est-ce que j'ai une populaire putain, c'est marrant, on a
On a parlé de Unpopular Opinion de manière générale avec des potes la dernière fois et j'arrivais pas à en trouver. Sur le cinéma, heu, j alors je sais pas si c'est un unpopular, mais étant une meuf, bilingue qui regarde énormément de contenu en VO, et qui souvent, et j'ai des débats très, très échauffés là-dessus, je trouve que, notre VF est en perdition et qu'on regarde pas assez de Tellement. trucs en VF alors qu'on a, je pense, le pool de comédiens de doublage le plus doué de la planète sur le doublage français et il y a beaucoup trop de gens qui chient sur le doublage français alors que moi je le trouve exceptionnel. Mais je trouve aussi Voilà. que le pool de comédiens est quand même un peu limité et ne se renouvelle pas, justement parce qu'il y a Pas une assez. prédominance de la VO de plus en plus. Donc on Ouais. met de moins en moins les moyens pour avoir de la vraie bonne VF comme celle qu'on a pu connaître quand on était plus petit, où il y avait une Bah, en vraie fait, je recherche de remarque trouver la qu'effectivement même voix ouais. que l'acteur et le ton et tout. Il y avait une recherche qu'il y a plus, je trouve. En fait, je remarque que c'est à peu près depuis, entre 5 et 10 ans là, Mmh. où il y a beaucoup moins de renouvellement des voix. On se fait beaucoup la réflexion, avec, mon mari sur, bah, effectivement la génération précédente, les voix notamment de Richard Darbois, de Patrick Poivet, donc des voix iconiques. Roger Carrel qui est décédé maintenant, mais Jacques France, la voix de Niro, enfin toutes ces voix-là qui sont iconiques et qui ont littéralement bercé nos oreilles pendant notre enfance, la plupart sont décédés ou sont Sont en sur fin la de fin. carrière. Voilà, on a la génération un petit peu de Donald Renew, Dorothée Pousseau, Emmanuel Curtil, Mmh. Jean-Philippe Puy-Martin, toutes ces personnes-là qui doublent, on va dire des acteurs un peu plus jeunes et des actrices un peu plus jeunes. Qui ont, maintenant à peu près, tu vois 40, 50 ans, Ouais. entre 35 et 50 ans et en fait, sur la dernière génération là, les plus jeunes, donc les voix françaises de Timothée Chalamet, bon Margot Robbie, c'est Dorothée Pousseau, c'est différent, mais la voix française de Zendaya, Timothée Chalamet, toute cette génération d'acteurs et d'actrices d'une vingtaine d'années, je trouve leur voix française Horrible. éclatée, Ouais, éclatée. ouais. Et ça me rend folle. Ça me rend folle parce que, bah, effectivement, ces Après comédiens et ces comédiennes ne sont pas même, éternels. même pas forcément les plus jeunes, les plus jeunes en effet, mais les stars émergentes de manière générale, je veux dire, l'AVF de Pedro Pascal, c'est un scandale. Tu sais quoi? Je la connais même pas. Je sais même pas qui c'est. Attends, je vais J'ai regarder. Enfin, moi Je je la connais trouve même qu'elle pas est parce que complètement à côté de la plaque parce qu'on dirait ça n'a rien à voir avec la voix de Pedro Pascal. en fait, je me rends compte que j'ai jamais entendu la voix française de Pedro Pascal parce que tous les contenus dans lesquels je l'ai vu, je le regarde en VO pour le coup, lui. Ouais. Parce qu'en fait, c'est majoritairement, mine de rien, de la série. Narcos, Game of Thrones, The Last of Us, j'ai tout regardé en VO. Si, à la limite, un film où j'ai pu le voir en VF, c'est, le film avec Nicolas Cage là, sur lui-même, j'ai oublié le Oh, titre. j'adore. Il était cool ce Un film, il m'a fait talent en or beaucoup rire. massif. Un talent en or massif. Il était très cool. Alors attends, il est une des voix françaises. Loïc Houdret, je sais même pas qui c'est Loïc Houdret. Je connais même pas sa voix. Je regarde les autres acteurs qui doublent, ça me parle pas. Ah si, OK, c'est la voix de Phil dans Modern Family. Voilà. Ouais, terrible. Oh, j'ai trop du mal à l'imaginer. Et bah, tu regarderas, t'écouteras en l'occurrence. Oh, C'est ignoble, ignoble. oh waouh! Oh ouais, oh bizarre. Ouais, Bah, pour le coup, tu vois, la voix française de Florence Pugh, je l'aime bien parce que c'est Kelly Marot et c'est celle qui double aussi Jennifer Lawrence et elle, je OK. l'aime bien. Mmh. Ouais, c'est pas mal. Mais sinon, sur la dernière génération, ouais, j'ai un peu peur, même si j'adore la voix française, les comédiens de doublage français. Ouais. Ouais, ouais, non, ça se perd. Mais du coup, noté. Unpopular opinion, dûment noté. Est-ce que tu as une reco, film ou série du moment pour conclure? Oh oui, j'en ai plein, faut que je Ah, tu as choisisse. droit à une seule. OK, alors, celle-ci, on en a beaucoup trop parlé, je vais pas le mentionner. En ce moment, je me délecte, mais vraiment je me délecte, c'est-à-dire je regarde au compte-gouttes les épisodes parce que je la trouve folle, c'est la série The Bear Mmh sur mh. Disney+, qui est, une série avec Jeremy Allen White, qui a Ouais. été découvert dans Shameless.
Et ce qui est très drôle avec cette série, c'est que j'ai regardé les deux-trois premiers épisodes une première fois chez mon meilleur ami qui est, chef de cuisine et qui du coup, avait hâte de regarder cette série. Lui qui n'est pas du tout un grand cinéphile, voulait regarder parce que, bah, il allait forcément, beaucoup Il s'identifier à paraît que tous les gens qui bossent dans la cuisine détestent cette série alors du coup et ben, lui, il a bien aimé, mais il a pas réussi à s'accrocher parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui regarde des contenus, mais il a bien aimé, et moi je l'ai, j'ai pas accroché au début, j'ai fait: «Ouais, bon, OK, d'accord». Et en fait, je l'ai regardé par la suite parce que je faisais que de voir, que, bah, tu sais, on en parlait, il y avait quand Ouais. même des récompenses qui sortaient beaucoup. Je me dis: «Putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Je m'y suis remise et alors là, coup de cœur intégral. Tu l'as regardé ou pas? Je crois que j'ai une saison de retard parce que la saison 3 je l'ai trouvée assez faible et on en Bah, a je suis moins dans entendu parler donc ah non, attends, je suis déjà dans la saison 4 ou je suis dans la saison 3, je sais plus. Non, je crois que je viens de commencer la 4 et c'est pour ça, comme il y a pas d'épisode après, je je veux vraiment me délecter et je crois que je suis début saison 4 et en fait, j'ai adoré l'esthétisme de la série, le rythme Mmh mh. et le l'attention portée aux Le rythme est très, personnages, très à bien. leur écriture. Je me délecte vraiment, elle est sublime et je pensais pas autant m'attacher à ces personnages et à leur évolution Mmh qui est mh. juste, enfin, je sais pas, je trouve que c'est une série qui me fait beaucoup penser à This Is Us dans le traitement des personnages. Je sais pas si tu as regardé This Is Us, mais J'ai pas qui regardé est This une Is Us série parce très que étant une personne hypersensible, j'ai parfaitement conscience que si je regarde cette série, c'est à travers mes larmes. La série sera floue. elle va être floue, mais qu'est-ce qu'elle le mérite, c'est effectivement une des séries qui m'a fait le plus pleurer et rire en même temps. Et The Bear m'y fait beaucoup penser parce qu'il y a un tel respect des personnages, il y a Ouais, un l'écriture est tel, dingue. une telle volonté de les rendre le plus complexe et le plus réel possible, que vraiment on est obligé de s'y attacher et en fait, c'est un peu comme la série Ted Lasso que je regarde en ce moment. Il y a pas, le sujet, au final, la cuisine comme le foot ne C'est un sont pas prétexte. si importants. Mmh mh. Ouais, ne sont pas si importants et c'est vraiment le tout ce qu'il y a autour que j'adore et ouais. The Bear, très belle découverte. Mmh mh et l'épisode des poissons de The Bear, des fois je me le fais en stand-alone tout seul. Oh, Il est quelle incroyable. angoisse! J'en ai eu des frissons. C'est le Le repas de repas de Noël? famille. Mmh mh. Qu'est-ce que j'aime les scènes de repas de fête dans les films et les séries parce que je sais automatiquement que ça Ça va va mal être se passer. chaotique. Genre Grey's Anatomy, il y a un repas comme ça de fête aussi il y a longtemps. Je sais pas si tu regardais, mais il y a un Non. repas où c'est chaotique ce qui se passe et c'est genre que des reveals sur reveals sur reveals. The Bear, heu, Shameless, enfin bref, il y a tellement d'exemples de scènes de repas de famille. Mais The Bear est très anxiogène, hein. Oui. Il y a plusieurs épisodes comme ça, où vraiment tu ressors, tu as une crise d'angoisse, quoi. Ouais. Enfin, Ouais, ouais, c'est vrai. ils sont très forts, hein. Ils sont Le très, très forts. l'écriture des personnages est très, très respectueuse, et j'apprécie aussi qu'ils on laisse aux femmes, notamment, l'autorisation d'être humaines. C'est on pas surmaquillé, il y a toutes les ridules, on a le droit d'être âgé, on a le droit d'être fatigué, Ah ça ouais, à ça fond. ça me fait plaisir. Ouais, elles sont super bien les personnages féminines dans cette série. Je les adore. Moi, ma reco, bah, écoute, j'en avais pas préparé une et tu m'en as servi une sur un plateau qui va être, un talent en or massif. Ah, trop Ah, bien! mais j'avais pas je crois que j'avais pas encore eu l'occasion de le caser honnêtement, je me perds un peu dans mes propres recos à chaque fois. Je sais plus ce que j'ai déjà cité, de ce que j'ai pas déjà cité. Il se peut que j'ai déjà cité celui-là, c'est pas grave. Ça vaut le coup parce que ce film est massivement sous-coté. Mais Heu, à fond. je suis sûre que je l'ai déjà recommandé, c'est pas grave. C'est, à mes yeux, une lettre d'amour au cinéma parce que tous les genres passent dans ce film. On a le film Ouais. d'espionnage, le film d'action, le buddy movie, le drame, la comédie, on a de la romance. Il y a tout, tout condensé dans un seul même film. Tout ce qui manque, c'est l'horreur. Avec un Nicolas Cage qui est au final quasiment dans l'autobiographie de tous ses plus grands rôles. Il y a Moi, plein, j'étais trop plein de contente qu'ils décrochent références. ça. Ah ouais. Mmh. Plein de références à des choses qu'il a déjà fait, à ses propres mimiques, à ses propres problèmes dans la vie, en fait. Le personnage qu'il incarne, c'est grosso modo lui, en fait. Donc c'est très Ouais, autobiographique. Heu, Pedro Pascal est adorable, je dedans, l'adore. donc tout est très, très qualitatif dans Un talent en or massif. Il faut que je me le revoie. Il faut que je me le revoie. Il m'a surpris, moi. En voyant les extraits, je me suis dit:
Ouf! Ah oui, Oh le nanar incoming et en on était fait allé le voir avec mon copain au cinéma, la salle était vide, OK? C'était séance privée, il y avait genre une personne avec nous dans la salle. waouh! On n'en attendait rien du tout. Nous, tout ce qu'on voulait voir, c'était Nicolas Cage, parce que j'adore Nicolas Cage et il y avait Pedro Pascal, donc on s'est dit: «Vas-y, sur un malentendu, au moins c'est drôle» et et on est sortis complètement sur le cul de la qualité du truc, en fait. Mais oui Mmh. et franchement, c'est un film qui est tellement passé sous les radars, Ouais. je trouve. Enfin, les gens en ont parlé pour le côté effectivement très mise en abîme, par rapport à la vie de Nicolas Cage finalement et j'étais très contente parce que c'est un acteur que j'adore et son parcours est trop intéressant. Mais mis à part ce côté un peu mise en abîme, c'est vrai qu'on n'a pas plus entendu parler que ça, Mmh. alors que franchement pour un film qui se prend pas au sérieux, il est quand même méga qualitatif. Absolument. En réalité, les gens on a en plus entendu parler que ce qu'ils pensent parce qu'il y a eu tout un mème qui tournait Ah et qui bah, bien tourne sûr, dans encore la voiture, ouais. sur les réseaux sociaux par rapport à la voiture, où on voit Nicolas Cage d'un côté, Pedro Pascal de l'autre. Si vous avez vu ce mème, vous avez entendu parler d'un talent normatif sans même le savoir, il Clairement, vous manque plus qu'à regarder le film. tout le monde a vu ce mème, c'est obligatoire. Sur ce, nous Mmh. sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était si bien. Ah, je suis contente si tu as passé un bon Merci moment. beaucoup. Je me suis sentie super à l'aise alors qu'on s'était jamais parlé avant Ouais, et tu franchement, tu mènes ça super bien et tous les mini-jeux que tu apportes dedans sont très bien, mais très, ça très me cool. fait infiniment plaisir. Merci beaucoup, merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. Heu, Merci la team. merci encore une fois Amélie Merci à et tu vas être toi. obligée de revenir pour nous parler d'un film que tu détestes. Oh oui, oh mais avec les plaisirs. OMG. Je vais prendre un film que je déteste. C'est vendu. Bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne soirée.